Bienvenue sur la chaîne Crime Macabre. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps jusqu'en 2006 et découvrir l'histoire d'Elizabeth Schauf, une jeune fille née en 1991 et vivant à Lugoff, en Caroline du Sud, avec sa famille. Elizabeth était la fille de Madeleine Schauf, une technicienne en pharmacie, et de Don Schauf. Elle avait un frère cadet nommé Donny. La famille vivait dans une maison de campagne, entourée par un bois. Madeleine et Don travaillaient toute la journée, donc Elizabeth et Donny avaient des règles strictes à suivre lorsqu'ils étaient seuls à la maison. En descendant du bus scolaire, ils devaient marcher environ 200 mètres jusqu'à la maison. En arrivant, la première chose qu'ils faisaient était de verrouiller la porte et de commencer leurs devoirs scolaires et ménagers en attendant l'arrivée de leurs parents. Tous les jours, Madeleine appelait à la maison pour s'assurer qu'ils allaient bien. Le 6 septembre 2006, un mercredi, la routine allait subir un petit changement. La tante des enfants avait prévu de venir chez eux pour couper les cheveux d'Elizabeth, et le week-end serait rempli d'activités, y compris l'anniversaire de la cousine d'Elizabeth. Comme d'habitude, Madeleine a appelé à la maison. Donny a répondu, mais quelque chose semblait étrange. Madeleine a eu un frisson lorsque Donny a informé qu'Elizabeth n'était pas encore rentrée à la maison. Inquiète, Madeleine a demandé à Donny d'aller dans le garage chercher sa sœur. Il a mis du temps à revenir au téléphone, ce qui a accru l'inquiétude de Madeleine. Elle a pensé qu'il pourrait y avoir eu un problème avec le bus scolaire ou que peut-être Elizabeth avait été convoquée au bureau du directeur, ce qui expliquerait son retard. Désespérée, Madeleine a décidé d'appeler les amis d'Elizabeth, espérant trouver un indice sur la localisation de sa fille. Lorsque Madeleine a réalisé que sa fille n'était pas rentrée à la maison, elle a appelé la première amie d'Elizabeth, Amanda Lampard. Amanda a dit que tout était normal ce jour-là, que les deux étaient allés à l'école ensemble et avaient pris le bus pour rentrer chez elle. Elles ont discuté pendant le trajet et Amanda a vu Elizabeth descendre du bus et marcher en direction de chez elle. Ensuite, Madeleine a appelé un autre ami d'Elizabeth, Scott Crosby. Il a confirmé que tout allait bien et qu'il était également descendu du bus avec Elizabeth. Scott a marché avec elle pendant un moment, mais a ensuite pris une voiture avec des amis, qui ont même invité Elizabeth à les accompagner, mais elle a refusé. C'est le dernier moment où Scott a vu Elizabeth. Madeleine était encore plus inquiète, car il n'était pas logique qu'Elizabeth ne soit pas rentrée chez elle, puisque deux amis l'avaient vue marcher vers sa maison. Elle était à seulement 60 mètres de chez elle lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois. La nuit tombait, et la peur de Madeleine augmentait, car Elizabeth n'était toujours pas apparue. Elizabeth était en 4e, n'ayant que 14 ans. Don, le père d'Elizabeth, est rentré du travail en hâte, et lui et Madeleine ont commencé à chercher partout dans la maison pour trouver un indice sur ce qui aurait pu se passer. Ils sont allés dans la chambre d'Elizabeth et ont remarqué que toutes ses affaires étaient là. Ses vêtements préférés, l'argent qu'elle utilisait pour acheter des collations à l'école. L'anxiété et le désespoir augmentaient. Lorsque ses parents, Madeleine et Don, sont entrés dans sa chambre, ils ont vu que ses affaires préférées étaient encore là. Ils ont immédiatement su qu'elle n'était pas partie de son propre gré. Elizabeth était enthousiasmée par les projets du week-end, donc il n'était pas logique qu'elle ait quitté la maison volontairement. Avec la nuit tombant et Elizabeth toujours disparue, ses parents ont décidé d'appeler des membres de la famille et de demander de l'aide aux voisins. Ils ont commencé à la chercher dans le quartier, frappant aux portes et demandant si quelqu'un l'avait vue. Ils ont cherché dans la forêt à proximité, mais n'ont trouvé aucun signe d'elle. La police a été appelée et un adjoint au shérif du comté de Carsell-Dean a été envoyé sur les lieux. Au départ, la police pensait qu'elle avait fugué. Ils ont informé les autres comtés de sa disparition, mais en précisant qu'elle était une adolescente disparue, potentiellement en danger. Cela a beaucoup dérangé les parents d'Elizabeth, car ils étaient convaincus qu'elle n'avait pas fugué. Elizabeth était très timide et ne sortait jamais seule. Cependant, la police persistait dans l'hypothèse de la fugue. Les parents ont insisté pour une recherche plus intensive. Alors les policiers ont amené Kate, leur meilleure chienne détective, mais elle n'a rien détecté entre l'arrêt de bus et la maison d'Elizabeth. Les recherches ont continué pendant la nuit et le lendemain matin, des hélicoptères ont même été utilisés, mais sans aucune piste. Les chaînes de télévision locales ont commencé à rapporter la disparition et ont diffusé une photo d'Elizabeth. De plus en plus de personnes se sont mobilisées et ont rejoint les recherches, y compris des inconnus. La sœur de Madeleine a réalisé des prospectus et les a distribués dans la ville. En peu de temps, tout le monde dans la ville savait la disparition d'Elizabeth, mais aucune piste n'a été trouvée.
3 jours se sont écoulés et les recherches continuaient. Les policiers ont fouillé tous les lieux possibles, même à cheval, utilisant toute leur expertise. Ils croyaient toujours à l'hypothèse de la fugue, mais, après 3 jours, ils ont commencé à penser qu'Elizabeth aurait déjà pris contact si elle avait réellement fugué. Les policiers ont demandé à Madeleine s'il y avait une raison pour qu'Elizabeth fugue. Madeleine a expliqué que ce matin-là, tout était très mouvementé et qu'Elizabeth n'avait pas eu le temps de se maquiller avant d'aller à l'école, ce qui l'avait un peu contrarié. L'adjoint au shérif Kirk Carley a été chargé des opérations spéciales pour retrouver Elizabeth. Il a expliqué que les chiens détecteurs avaient tenté de suivre l'odeur d'Elizabeth à pied, mais la maison de la famille était entourée d'un bois dense et difficile d'accès, où il était facile de se perdre. Les terres environnantes appartenaient à une entreprise minière et étaient pratiquement infranchissables. Malheureusement, malgré tous ces efforts et l'aide des bénévoles, ils n'ont trouvé aucune trace d'Elizabeth. L'histoire d'Elizabeth Chauffe a pris une ampleur gigantesque grâce à la couverture médiatique, entraînant des centaines de pistes à vérifier. Certaines impliquaient des corps retrouvés dans différents comtés, mais aucun d'entre eux n'était celui d'Elizabeth. Le shérif Steve McCaskill a affirmé que toutes les ressources disponibles avaient été utilisées dans l'enquête. Cependant, une ressource cruciale, l'alerte Amber, n'a pas été déclenchée. Cette alerte est envoyée au téléphone portable des personnes, informant du kidnapping d'un enfant avec les caractéristiques et le dernier lieu où il a été vu. Pour une raison quelconque, cette alerte n'a pas été émise pour Elizabeth. Après 6 jours de disparition, il était trop tard pour émettre l'alerte Amber. Pendant ce temps, les parents d'Elizabeth continuaient les recherches par eux-mêmes, explorant tous les endroits possibles. La forêt proche de leur maison était dense et effrayante, et ils craignaient de retrouver Elizabeth sans vie là-bas. Madeleine, la mère d'Elizabeth, a rapporté qu'à la tombée de la nuit, lorsque les recherches s'arrêtaient, elle marchait jusqu'au bord du bois et priait pour que sa fille rentre en sécurité. La famille Chauffe a décidé d'organiser une veillée pour Elizabeth dans la capitale de l'État. Cela faisait déjà 7 jours depuis sa disparition, et Madeleine prévoyait de participer à la veillée. Avant de quitter la maison, elle a reçu un message d'un numéro inconnu qui disait « Salut maman, c'est Lizzie. Je suis dans un trou devant Charm Hill, par où passent les gros camions, il y a une bombe. Appelle la police. » Madeleine savait que c'était sa fille, car le message utilisait le surnom « Lizzie », et l'orthographe était exactement celle que Madeleine utilisait pour appeler Elizabeth. Charm Hill était une propriété privée d'une entreprise minière, située dans une zone que la police n'avait pas encore explorée. Les policiers se sont précipités sur les lieux, craignant qu'il s'agisse d'un piège. Pendant ce temps, les US Marshals ont commencé à suivre le numéro de téléphone. Même sans attendre les résultats, les policiers ont fouillé la zone pendant la nuit et le lendemain, mais n'ont rien trouvé. Les autorités ont décidé de tracer le numéro de téléphone et ont découvert qu'il appartenait à Vinson Filiao, un homme de 36 ans déjà connu de la police et recherché. Vinson est né le 15 décembre 1969. Son père est décédé lorsqu'il avait 1 an, et sa mère s'est remariée. Bien qu'il ait une famille apparemment normale, Vinson a commencé à montrer des comportements perturbants. Il était scout et aimait camper, mais dans les années 80, il est devenu passionné par les films de Rambo et les arts martiaux. Jeune, il est devenu alcoolique. Plus tard, Vinson a commencé à sortir avec Cindy Hall, une mère célibataire de 3 enfants. Pour subvenir aux besoins de la famille, il a travaillé dans le bâtiment. Cependant, la fille de Cindy, Amber, a souffert aux mains de Vinson. Elle a rapporté que les abus avaient commencé lorsqu'elle avait 11 ans. Vinson l'appelait affectueusement Pin. Un soir d'octobre, il est rentré chez lui ivre et a dit à Amber qu'il voulait jouer. Amber raconte qu'elle ne se souvient pas très bien des abus, seulement qu'il utilisait ses doigts. Cela s'est produit pendant des mois. Plus tard, Vinson a admis que Cindy, la mère d'Amber, lui donnait un médicament appelé Benadryl pour qu'elle dorme pendant les abus. Amber a également rapporté qu'elle se réveillait souvent sans pantalon, ce qui l'effrayait beaucoup. Un jour, elle a vu Vinson creuser un trou dans le jardin et quand elle a demandé ce qu'il faisait, il a dit qu'il construisait un sous-sol pour les tempêtes, essentiellement un bunker. Il l'a verrouillé à l'intérieur pendant des heures jusqu'à ce qu'il décide qu'elle pouvait sortir. Comme beaucoup de victimes d'abus, Amber a été conseillée de ne rien dire à personne. Cela a continué longtemps, jusqu'à ce qu'elle trouve le courage de parler à un enseignant en qui elle avait une grande confiance, qui a dénoncé Vinson. Les autorités ont parlé à plusieurs de ses collègues,
qui ont admis qu'il avait un comportement très étrange envers Amber. Lorsqu'ils lui ont posé des questions, Vinson a dit qu'ils avaient une relation très spéciale et qu'ils étaient très proches. Un mandat d'arrêt a été émis pour lui en novembre 2005. La police savait où il garait sa caravane, où il vivait avec Amber. Ils y sont allés plusieurs fois, mais ne l'ont jamais trouvé. Les autorités ont décidé de retirer les enfants de là, les emmenant hors de l'État et les plaçant dans des foyers d'accueil. Revenons au cas d'Elizabeth. Lorsqu'ils ont découvert que le numéro de téléphone était lié à Vinson et qu'il avait déjà un passé avec la police, les policiers se sont rendus à la caravane, mais il n'était pas là. À l'intérieur de la caravane, ils ont trouvé beaucoup de pornographie. En raison de son passé d'abus, d'alcool et de drogue, ils savaient qu'il pourrait être impliqué dans la disparition d'Elizabeth. Le capitaine David Clay a découvert pourquoi la police ne trouvait jamais Vinson chez lui. Dans la chambre qu'il partageait avec Cindy, il y avait un matelas sur le sol, et en dessous, un trou. Ils ont remarqué que le sol sous la caravane montrait des signes d'avoir été dérangé. Ils ont conclu que chaque fois que la police arrivait, Vinson se cachait dans le trou jusqu'à ce qu'il parte. Le capitaine David a effectué une recherche dans le jardin de la caravane et a trouvé plusieurs cachettes souterraines ou bunkers. L'un d'eux avait une porte faite avec un morceau de toiture, quelque chose qui n'était pas facilement visible. Ils ont trouvé un autre bunker qui semblait fraîchement construit, avec de la terre fraîche autour. La police est entrée dans ce bunker, qui avait environ 2 à 2,5 mètres de profondeur. Amber a raconté que Vinson la verrouillait parfois dans ses bunkers. La police a commencé à penser que, s'il avait enlevé Elizabeth, elle pourrait être enfermée dans l'un de ces bunkers. Les parents d'Elizabeth étaient à la maison lorsqu'ils ont reçu la nouvelle qu'il y avait un suspect. Ils craignaient beaucoup qu'Elizabeth soit retrouvée morte. Dès que cela a été découvert, c'était déjà à la télévision et dans les journaux, avec toutes les nouvelles informations sur le cas. Le message texte qu'Elizabeth avait envoyé à sa mère, une photo du suspect, tout était diffusé en temps réel. Les parents se demandaient ce que la police pensait en divulguant tout cela, car si Vinson voyait les nouvelles, il pourrait décider de tuer Elizabeth. Le shérif a dit qu'il voulait qu'il sache qu'il était recherché. Il a dit qu'il savait que la mort d'Elizabeth était un risque, mais il pensait que ça valait la peine de courir ce risque car elle aurait pu déjà être morte auparavant. La nuit du 9e jour de la disparition d'Elizabeth, la police a repris les recherches, qui se sont poursuivies jusqu'au matin suivant. Ils cherchaient sur un terrain de 265 hectares dans la mine de Brickenson. L'équipe de recherche comprenait des personnes à pied, à cheval et en quad. Le matin, le capitaine David Tennant marchait dans la partie la plus dense de la forêt lorsqu'il a entendu la voix d'une fille. En suivant la voix, il a trouvé Elizabeth debout entre les arbres. Une ambulance a été appelée et elle a été emmenée à l'hôpital le plus proche. Le capitaine s'est rendu chez les parents pour les informer que leur fille avait été retrouvée. Ils se sont précipités à l'hôpital, où Elizabeth était aux urgences, dans une zone privée. Elle semblait bien, sans blessure visible, et les parents, ainsi que le département du shérif, ont commencé à poser des questions sur ce qui s'était passé pendant le temps où elle avait été disparue. Elizabeth était impatiente de tout raconter, ayant peur d'oublier les détails. Bien qu'elle soit très timide, elle a passé des heures à relater tout ce qui s'était passé. Elle a raconté que le mercredi de sa disparition, elle était descendue du bus et avait marché avec son amie en direction de sa maison. L'amie a pris une voiture, et elle était sur la rampe d'entrée du garage lorsqu'un homme est sorti de la forêt. Elizabeth a dit qu'elle ne le connaissait pas, mais il portait une plaque de police. Vinson était déguisé en policier et a dit qu'il devait lui parler. Il s'est approché, lui a menotté les bras et a affirmé qu'elle était arrêtée pour possession de marijuana, mentionnant que son frère Donnie avait déjà été arrêté. Ensuite, il a mis une sorte de faux dispositif explosif autour de son cou. Au lieu de la conduire à une voiture de police, Vinson l'a emmenée dans la forêt, disant qu'il voulait lui montrer un lac et une maison. En chemin, il a commencé à poser des questions étranges, comme si elle était vierge et si elle avait un téléphone portable. Elizabeth s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas, sachant qu'un policier ne poserait pas ce genre de questions. Vinson a affirmé qu'elle était intelligente et qu'elle devait déjà se douter de ce qui se passait. Ils ont marché dans la forêt pendant environ 1 heure, durant laquelle Vinson se déplaçait pour la désorienter. Finalement, il a ouvert une trappe dans le sol et a ordonné à Elizabeth de rentrer dans le bunker. Elle a remarqué qu'il était armé, avec plusieurs armes et un fusil, alors elle a obéi, terrorisée. Une fois à l'intérieur du bunker,
Vinson a fermé l'entrée et a allumé une lampe alimentée par batterie. Elizabeth a compris qu'elle allait être abusée. Elle a raconté que les abus se produisaient quotidiennement, de 2 à 5 fois par jour. À l'intérieur du bunker, il y avait une étagère avec une bonbonne de propane et d'autres objets. Elizabeth regardait cette étagère, ressentant douleur et désespoir, pleurant souvent. Vinson la gardait nue et enchaînée par le cou au plafond du bunker. Le premier jour, il la laissait seule à l'intérieur. Elizabeth a compris qu'elle avait été enlevée et qu'elle mourrait probablement, mais savait aussi qu'elle ne mourrait pas immédiatement, car le bunker était bien équipé. Il y avait un lit improvisé, des étagères, et les murs en terre étaient recouverts de tissu. Il y avait aussi des toilettes improvisées, une chaise en plastique avec un trou et un seau en dessous. L'endroit avait un réchaud, de la nourriture, et même une télévision alimentée par batterie. Vinson a mentionné que le lac voisin était sa source d'eau. Le bunker mesurait environ 4 mètres de large et 1,80 mètres de profondeur. À la télévision, Vinson suivait la couverture médiatique du cas et disait à Elizabeth qu'elle ne serait jamais retrouvée. Cependant, le jour suivant l'enlèvement, Elizabeth a eu une impression contraire. Elle entendait des hélicoptères et des pas au-dessus du bunker, et pouvait même voir les ombres des gens. Elle a pensé à crier, mais Vinson a menacé de lui donner un choc si elle disait quelque chose. Ce qu'Elizabeth entendait et voyait étaient des volontaires des recherches, pas la police. Vinson a aussi mentionné que si quelqu'un s'approchait du bunker, il tomberait dans les pièges qu'il avait préparés, conçus pour blesser gravement. Quand Vinson n'était pas dans le bunker, Elizabeth se retrouvait dans le noir complet, perdant totalement la notion du temps. Elle ne savait pas si des heures ou des jours s'écoulaient. L'endroit était étouffant et, la nuit, il faisait très froid. À ces moments-là, elle pensait aux personnes qu'elle aimait et à comment échapper. Vinson l'a même menacée en disant que si elle tentait de fuir, il ferait du mal à son frère qu'elle aimait beaucoup. Il préparait des pâtes instantanées pour elle et il se relayait pour dormir. Elizabeth dormait la nuit, et Vinson le jour. Pendant la journée, elle ne faisait que l'observer pendant qu'elle restait enchaînée. Elizabeth a même pensé à le tuer avec un pistolet à plomb qu'elle avait trouvé. Elle a pris l'arme, l'a pointé sur sa tête et a tiré, mais le pistolet s'est enrayé. Craignant de faire du bruit, elle a rangé l'arme et a commencé à pleurer. Dans tout ce désespoir, Elizabeth a décidé d'utiliser la psychologie inversée et de faire semblant d'être amoureuse de Vinson. Chaque fois qu'il montrait de l'affection, elle répondait de la même manière. S'il l'appelait « Baby », elle faisait de même. S'il disait qu'il l'aimait, elle répondait de la même façon. Ce comportement a fini par fonctionner. Il est devenu moins violent, ne la laissant pas enchaîner aussi longtemps et lui permettant même de sortir du bunker pendant quelques minutes pour marcher dans la forêt. Lors de ses promenades, Elizabeth laissait des mèches de cheveux sur le sol et sur les arbres, espérant que les chiens de recherche pourraient la trouver. Elizabeth a gagné suffisamment la confiance de Vinson pour qu'il commence à parler de sa vie, y compris d'Amber. Il disait qu'il ne l'avait jamais abusée, mais Elizabeth savait qu'il mentait. Néanmoins, elle était d'accord avec tout ce qu'il disait. Une nuit, alors qu'ils allaient au lac pour chercher de l'eau, Elizabeth a eu une idée qui l'a sauvée. Vinson avait l'habitude de s'asseoir là pour envoyer des messages à sa femme ou à sa petite amie, et Elizabeth a décidé de faire de même. Quand elle réalisait qu'il dormait, elle prenait son téléphone portable et commençait à taper et essayer d'envoyer des messages. Certains étaient longs, d'autres courts, mais aucun d'eux n'a été envoyé faute de signal. Une nuit, elle a été surprise en train de manipuler le téléphone par Vinson, mais elle a réussi à le convaincre qu'elle jouait simplement, car il permettait parfois cela. Elizabeth savait qu'il n'y avait pas de signal dans le bunker, donc ses tentatives d'envoyer des messages ne donneraient rien. Une fois, elle a essayé d'ouvrir la porte du bunker pendant qu'il dormait, utilisant toute sa force. Elle a failli se casser le bras, mais la porte était trop lourde et le message n'a pas été envoyé. Elle a compris qu'elle ne pourrait pas s'échapper ni tuer Vinson. Le 9e jour de captivité, ils ont entendu des hélicoptères survoler la zone, laissant Vinson confus. Il a allumé la télévision et a vu sa photo parmi les suspects. Il a découvert qu'Elizabeth avait réussi à envoyer un message qui est apparu à la télévision. Elle pensait qu'aucun message n'avait été envoyé, mais l'un d'eux est parvenu à sa mère. Vinson a remarqué la trahison et est devenu furieux, et Elizabeth a craint pour sa vie. Cependant, il n'a rien fait, paraissant simplement terrifié et confus, ne sachant quoi faire.
Il a alors demandé conseil à Elizabeth, lui demandant s'il devait fuir ou attendre pour voir s'il serait retrouvé. Elizabeth a vu une opportunité et, feignant de se préoccuper de son bien-être, lui a conseillé de fuir avant d'être attrapé par la police. Le matin du 10e jour, Vinson a décidé de suivre son conseil et a pris la fuite. Elizabeth a utilisé toute sa force pour pousser la porte du bunker et a commencé à entendre les bruits des gens et des chiens de recherche. Elle a crié et quelqu'un a répondu en appelant son nom. Le capitaine David Clay l'a trouvée, mais Elizabeth était encore effrayée. Le bunker était à moins d'1 kilomètre de sa maison, une marche de seulement 10 minutes. À l'hôpital, elle a dit à la police et à ses parents qu'elle ne pourrait pas rentrer chez elle tant que Vinson serait en liberté, car il avait menacé son frère cadet. Elle a décrit aux policiers les armes et les bombes qu'elle avait vues dans le bunker. La police a envoyé Jeff Fuller, un expert en explosifs, pour inspecter le bunker. Il a trouvé des objets cachés derrière les murs en terre, reliés à des fils électriques, formant des pièges prêts à exploser avec un simple appui sur un bouton. Bien que les explosifs n'étaient pas sophistiqués, ils étaient dangereux. Rien dans le bunker ne permettait de savoir où se trouvait Vinson, et il avait déjà 7 heures d'avance sur la police. Il était probablement déjà dans la ville voisine. Désespéré de s'échapper, il a trouvé une voiture près d'une pizzeria avec Jennifer Lee et sa fille à l'intérieur. Jennifer, dans une interview aux journaux, a dit que Vinson était armé et qu'elle l'avait reconnu sur Internet. Elle a commencé à l'insulter pour avoir fait cela devant sa fille et pour avoir blessé Elizabeth. Vinson a abandonné l'idée de voler la voiture et est parti en courant, et Jennifer a immédiatement appelé la police. Quelques heures plus tard, la police a réussi à le localiser. Vinson a été trouvé face contre terre dans un fossé et menotté. Il a été placé en détention le 7 septembre, un jour après la découverte d'Elizabeth. Au moment de son arrestation, Elizabeth dormait chez sa grand-mère. Il était environ 4h30 du matin, lorsque les autorités ont appelé pour dire qu'il avait été capturé. Elizabeth voulait être présente lorsque son ravisseur se présenterait au tribunal. Quelques jours plus tard, lors de l'enquête sur la libération sous caution de Vinson, elle était là, assise au premier rang. Il portait un gilet pare-balles, conformément aux ordres du shérif. Vinson faisait face à des accusations d'enlèvement, d'abus et de fabrication de bombes. Lors de son arrestation, il a accepté de donner une interview télévisée, dans laquelle il a parlé de son enfance et du cas d'Amber, qu'il a appelé Pin. Il a déclaré que les autorités n'avaient jamais entendu sa version, qu'elle l'avait simplement cru et avait tenté de l'arrêter. Il a donc commencé à se cacher dans la forêt et a construit un bunker pour vivre caché. Le bunker était équipé d'une douche chauffée à l'énergie solaire, d'une cuisinière au propane et même d'un foyer pour cuisiner sans gaz si nécessaire. Il était camouflé pour que personne ne le voie, avec un système de batterie de 12 V qui alimentait les lumières, chargeait les téléphones portables et les téléviseurs. Le bunker se trouvait près de la caravane de Vinson et il s'y cachait la plupart du temps. Sa petite amie, Cindy, lui a apporté des provisions. Vinson a passé près d'1 an à élaborer un plan de vengeance contre Amber et les policiers qui voulaient l'arrêter. Un jour, il s'est rendu chez Walmart et a acheté plusieurs articles, comme un pistolet, des menottes et des lunettes de vision nocturne. Son plan était de piéger Amber dans le bunker et de la maltraiter, sans savoir s'il la tuerait plus tard. Lorsqu'Amber a été emmenée hors de la ville, il a décidé de kidnapper une autre jeune fille et a déclenché les explosifs dans le bunker, les tuant tous les deux. Il voulait une victime mineure, alors il a commencé à surveiller le bus scolaire. Lorsqu'il a vu Elizabeth, il a trouvé passionnante la recherche de la victime parfaite. Il a expliqué que pendant qu'ils essayaient de le détecter dans la forêt, il utilisait une couverture thermique pour bloquer la détection de chaleur. Il s'est vanté d'être là sans avoir été retrouvé par la police. Son plan était presque en train de se réaliser, mais il commença à aimer Elizabeth. Lorsqu'elle lui montrait de l'affection, il la laissait même utiliser son téléphone, sachant qu'elle essayait d'envoyer des messages. Il avait prévu de tout faire exploser, mais il craignait d'être tué lorsqu'il découvrirait que la police le recherchait. Lorsqu'il a été arrêté, la police s'est montrée violente et il a craint pour sa vie. Après des mois de prison, Vinson pensait pouvoir écrire un livre ou faire un film sur sa vie. Il a donc écrit un manuscrit de 120 pages. Il y fait des aveux, parle de sa colère, de ses crimes et de son séjour en prison. Dans un extrait, il a écrit qu'il pensait ne rien faire de mal avec Elizabeth puisque dans le passé, les gens se mariaient à 12 ans. En parlant d'Amber,
Vinson a mentionné qu'elle avait accepté ses avances. Selon lui, Amber lui a préparé du café et s'est couchée avec lui. Vinson a affirmé que sa motivation pour le crime était la colère et que cela n'avait rien à voir avec le désir sexuel. Il a dit qu'il avait abusé d'Elizabeth juste pour obtenir de la publicité. Selon Vinson, Elizabeth aurait pu partir à tout moment, mais c'était comme si elle était en vacances et s'amusait, elle n'avait pas besoin d'aller à l'école. Il a même affirmé qu'elle était là parce qu'elle le voulait. Cependant, au cours de l'interview, Vinson a changé sa version et a révélé qu'il ne voulait en fait faire exploser personne. Il a déclaré que son véritable projet était d'écrire un livre avec Elizabeth et de gagner beaucoup d'argent. Lors du procès, Elizabeth était prête à tout dire pour s'assurer qu'il soit condamné à la prison à vie. Heureusement, elle n'a pas eu à le faire, puisque le manuscrit de Vinson a été admis en preuve. Vinson y avouait l'avoir maltraité à plusieurs reprises et exprimait sa satisfaction d'avoir accompli sa mission. Il a en outre écrit qu'il pensait pouvoir garder Elizabeth dans le bunker aussi longtemps qu'il le souhaitait et que rien ne l'arrêterait. La défense de Vinson a attribué ses écrits à l'alcoolisme et à la dépression non traitée, affirmant que le manuscrit n'était pas totalement véridique. Ils ont demandé une pause, et lorsque la cour a repris, le juge a décidé que les jurés n'avaient pas besoin de plus de preuves. Le juge Cooper a demandé aux avocats de la défense si Vinson comprenait les accusations et les peines associées, ainsi que ses droits. L'avocat a confirmé que oui. Ensuite, le juge a demandé comment Vinson se déclarait par rapport aux accusations et il a plaidé coupable de toutes les 17 accusations. Lors de l'audience de la peine, les procureurs ont décrit les crimes de Vinson contre Elizabeth. Amber a également témoigné, suivi par Madeleine, et enfin, Elizabeth. Son courage était visiblement ébranlé. Elle était timide et a demandé au procureur de lire sa déclaration à sa place. Dans la déclaration, elle a parlé de la sensation des chaînes autour de son cou et de la douleur qu'elle ressentait, demandant au juge de le garder en prison pour qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à personne. Lorsque ce fut le tour de Vinson de parler, il a présenté ses excuses à Elizabeth et à sa famille, exprimant l'espoir d'être un jour pardonné. Le juge a condamné Vinson à la peine maximale pour toutes les 17 accusations, avec les peines à purger consécutivement, totalisant 421 ans de prison. Le 7 avril 2011, Vinson a menacé un employé de la prison, ce qui a entraîné la perte de privilèges tels que l'utilisation de la cantine, les visites et le téléphone pendant 226 jours. Elizabeth, malheureusement, a été diagnostiquée avec un stress post-traumatique et a eu besoin de thérapie. Elle rapportait avoir des cauchemars liés à la souffrance qu'elle avait endurée, rêvant fréquemment qu'elle était de nouveau enlevée. Bien qu'elle ait souffert de dépression, son traitement l'a aidée à s'améliorer. Elle est retournée à l'école, a obtenu son permis de conduire et est allée à l'université, où elle est diplômée en tant qu'assistante dentaire. En 2013, à l'âge de 21 ans, Elizabeth a parlé de son expérience et de la manière dont elle a réussi à la surmonter. Elle fait régulièrement de l'exercice et s'entraîne en autodéfense au Genova Family Karaté, partageant son histoire pour offrir de l'espoir aux autres et refléter que, malgré les difficultés, il est possible de survivre. En 2018, le film Girl in the Bunker sur l'histoire d'Elizabeth a été diffusé sur Lifetime, et NBC News a présenté un épisode de Dateline avec des interviews des personnes impliquées. Vinson est décédé le 3 mai 2021, à l'âge de 51 ans, dans la prison où il purgeait sa peine. La cause du décès n'a pas été divulguée. Partagez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour le prochain épisode.